Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous lis fidèlement la chronique de Mohamed Haït Belhassan, le triangle Chine-Russie-Inde, entre réalignement stratégique et fin des illusions occidentales. Lecture à la lettre. L'hypothèse d'un triangle stratégique Pékin-Moscou-New Delhi n'est plus une fantaisie de colloque, c'est un scénario de travail. Depuis 2 ans, signaux faibles et gestes forts s'accumulent, flux énergétiques redirigés, sommets bilatéraux et trilatéraux, convergence dans les enceintes multilatérales élargies au point de dessiner une boussole nouvelle pour l'équilibre mondial. Si cette proximité se cristallise en architecture durable, elle reconfigurera sans détour les rapports de force entre un Nord, saturé et un Sud, démographiquement puissant, technologiquement ambitieux et politiquement de plus en plus coordonné. L'auteur ajoute que derrière les symboles, il y a des moteurs très prosaïques qui rendent ce basculement robuste. De la coalition de résultats au bloc géopolitique, anatomie d'un basculement, les motivations sont prosaïques et, pour cela même, robustes. La première tient à l'économie politique de la puissance. La Chine veut sécuriser ses chaînes industrielles et alléger la pression d'endiguement. La Russie, sous sanctions, a réappris la géographie, à l'ouest, les taux, à l'est et au sud, les débouchés. L'Inde, enfin, réclame un rang conforme à son poids réel démographique, économique, technologique et un système de gouvernance globale qui lui laisse autre chose qu'un strapontin. Dans ce jeu, chacun trouve sa rente stratégique, matière première et armement pour l'un, manufacturier et capital pour l'autre, marché et talent pour le troisième. Surtout, chacun y gagne un filet de sécurité face aux humeurs de l'ordre libéral dominé par l'Atlantique. L'auteur affirme que pour lui, la force de ce triangle tient à une complémentarité structurelle, pas seulement à des PIB additionnés. Le potentiel de cette triangulation va au-delà de la somme des PIB. C'est la complémentarité qui frappe. La Russie est un guichet de ressources énergie, métaux, céréales, à même d'alimenter 2 géants asiatiques en ascension. La Chine demeure l'atelier et le laboratoire, capable d'absorber des volumes colossaux d'intrants et d'irriguer le Sud global en infrastructures et en technologies intermédiaires. L'Inde, enfin, est un continent marché, avec une demande interne capable de lisser les cycles et d'offrir des économies d'échelle au-delà de toute comparaison européenne. Ajoutez à cela une profondeur militaire considérable, dissuasion nucléaire, bassins industriels de défense, projection navale sur l'Indo-Pacifique et l'Arctique et l'on obtient une masse critique qui n'a pas d'équivalent hors de l'orbite occidentale. L'auteur pense que la réaction occidentale, fondée sur le découplage et les sanctions, risque d'agréger plutôt que d'isoler. Multiplie qui peut. Pourquoi l'Occident doit apprendre la cohabitation stratégique? L'Occident le sait, et réagit. Le réflexe traditionnel consiste à segmenter, attirer l'Inde dans des cadres de coopération sécuritaire, freiner l'accès chinois aux technologies duales, rigidifier le régime de sanctions contre Moscou. Or ces contre-mesures produisent souvent l'effet inverse. Les droits de douane et les contrôles à l'export accélèrent la substitution industrielle et financière, l'extraterritorialité des sanctions pousse à l'ingénierie de paiement alternatif, la rhétorique de bloc ranime, chez nombre d'États du Sud, une ancienne allergie à l'alignement. À force de contenir, on agrège. L'auteur ajoute que malgré des frictions réelles, l'arithmétique d'intérêt peut suffire à bâtir une infrastructure d'alliance. Reste la question cardinale, cette entente peut-elle se muer en alliance formelle? Sur le court terme, les frictions existent, contentieux frontalier sino-indien, concurrence sur les corridors, rivalité d'influence en Asie centrale. Mais la politique internationale n'est pas un mariage d'amour, c'est une arithmétique d'intérêt. Tant que la matrice occidentale conservera des réflexes de club, protectionnisme vert, normes unilatérales, gouvernance figée, les 3 capitales auront de bonnes raisons d'organiser, au minimum, une coalition de résultats, interconnexions énergétiques, standardisation technologique, filet de paiement, diplomatie de vote coordonnée. Une infrastructure d'alliance, sans traité, suffit déjà à peser. L'auteur souligne que l'Europe se trouve face à un test existentiel, cohérence stratégique ou marginalisation. Pour l'Europe, le défi est existentiel. Elle ne peut ni se rêver, puissance normative, tout en externalisant sa sécurité, ni proclamer sa transition verte en reconduisant des dépendances critiques. Son intérêt bien compris serait double, d'une part, diversifier ses interconnexions avec l'Inde et l'Asie du Sud-Est en dehors des seuls prismes sécuritaires, d'autre part, pousser une réforme sincère des institutions économiques et politiques internationales qui reconnaissent l'ascension du Sud. À défaut, le continent sera réduit au rôle d'arbitre sans sifflet, beaucoup de commentaires, peu d'influence. L'auteur affirme que pour lui,
la leçon dépasse la géopolitique, c'est une réalité statistique durcie par la démographie et la productivité. La leçon stratégique est claire. Le monde glisse d'un bipolaire rêvé à un multipolaire têtu. La dynamique à l'œuvre n'est pas idéologique, elle est statistique, là où se trouve la majorité des humains, la demande marginale, les gains de productivité et les ressources, se déplace aussi le pouvoir de négociation et, à terme, la capacité de faire norme. On peut le déplorer, l'ignorer, ou l'anticiper. Les plus lucides choisiront la troisième option, en substituant au réflexe d'endiguement une grammaire de cohabitation, interdépendance assumée, garde-fou sur les technologies sensibles, concurrence encadrée plutôt que croisade moralisatrice. Faute de quoi, le triangle deviendra bloc, et le bloc, système. Merci pour votre attention. J'ai lu, mot pour mot, la chronique de Mohamed Aïd Belhassan, en respectant strictement son intégrité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle lecture fidèle sur l'ODJ Média, même exigence, même clarté.